Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Regard croisé. En Mauritanie, les enjeux climatiques forcent à repenser notre façon de construire. Entre traditions revisitées, innovation écologique, un nouveau modèle émerge, l'éco-construction. Matériel naturel, bâtiments adaptés à l'environnement, cette approche se veut un vecteur de l'adaptation face au dérèglement climatique. Pour croiser le regard ce soir sur ce plateau, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Oumar Wele, spécialiste de l'éco-construction en Mauritanie, ingénieur formé à Arves. Il dirige depuis 2017 Habidam Éco-Construction, spécialisé dans les habitats bas carbone adaptés au climat sahélien, avec plus de 20 ans d'expérience entre la Mauritanie, la France, le Sénégal. Il valorise des matériaux locaux comme l'argile, le tifa, breveté de l'OAPI. Il a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Med Innovant Africa. Il forme aussi les jeunes aux métiers durables. Membre actif du réseau comme FAC Sahel, il s'inscrit dans le plan national de décarbonation du bâtiment au cœur de la stratégie climatique du pays. Bonsoir. Bonsoir Diao, merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu présent. Alors, Monsieur Wele, vous êtes au cœur de cette transition. Le mot éco-construction qui est relativement nouveau dans le lexique de nos téléspectateurs. Donc, qu'est-ce qu'est l'éco-construction ? En fait, je dirais que c'est un mot qui n'est pas nouveau pour certains. Dans nos terroirs, c'est une pratique qui existait déjà. Nouveau, oui, pour nous, l'être humain actuel. L'éco-construction, pour faire simple, pour faire une définition simple, regroupe deux axes. L'action bioclimatique, c'est une démarche, comment concevoir, construire un bâtiment en profitant le maximum sur ce que la nature nous offre, notamment tout ce qui est la fraîcheur, la ventilation naturelle, tout ce qui est l'orientation du bâtiment, tout ce qui est, par exemple, l'éclairage naturel pour ne se limiter que ça. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la décarbonation du bâtiment. Décarboner, c'est là où ça touche l'environnement, les changements climatiques, comment réduire l'impact écologique du bâtiment. On sait qu'un bâtiment a de l'impact écologique du début de sa construction jusqu'à sa réalisation, même en fin de vie. Donc, pour faire simple, il y a la décarbonation, comment réduire l'impact écologique de ces matériaux utilisés pour construire, et de l'autre côté, comment concevoir d'une manière bioclimatique en profitant maximum des ressources naturelles que la nature nous offre pour avoir un bâtiment à la fois durable, confortable, où il est agréable à vivre à l'intérieur. Alors, pourquoi parle-t-on aujourd'hui autant d'éco-construction ? En quoi est-ce un enjeu pour la Mauritanie ? Enfin, pas seulement pour la Mauritanie, mais d'une manière universelle, qu'il y a eu des études qui ont été faites aujourd'hui. C'est devenu un grand enjeu. On parle du changement climatique, de l'impact. On a cette croissance démographique de plus en plus. En Mauritanie, tout récemment, on a eu les dernières statistiques, mais sur le plan mondial, on aura de plus en plus une population grandissante. Donc, population grandissante, on fera appel pour loger les gens. Il faut les loger, il faut qu'il chacun de nous ait de l'habitat. Quand on fait appel à l'habitat, il faut faire nécessairement une empreinte écologique, aller chercher des matériaux. Et ces matériaux qu'on a l'habitude de construire, notamment le béton et le fer qu'on utilise dans les constructions, c'est avéré, est parmi les plus grands pollueurs aujourd'hui. Rien que le secteur du bâtiment aujourd'hui représente de l'ordre de 39 à 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ce sens, il y a eu des études et que l'organe des Nations Unies chargé de réduire l'impact climatique a dit, bon, il faut faire attention que le secteur du bâtiment qu'on croyait était un peu léger en termes d'émissions est l'un des plus grands pollueurs. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui l'urgence, surtout nos pays, des pays du Sud qui doivent s'adapter, on doit réfléchir et reprendre un peu
sur la manière de construire et avec quoi on doit construire nos habitats pour vivre dans un cadre sain et vivable. Voilà. D'accord. En parlant d'éco-construction, il y a des termes qui reviennent très souvent comme bas carbone, bioclimatique. Qu'est-ce qu'un bâtiment dit bas carbone ou bioclimatique? Je reviens là-dessus. Un bâtiment bioclimatique et bas carbone, c'est des démarches, c'est des choix qui vont nous permettre aujourd'hui d'atteindre, de réduire cet impact. C'est quoi un bâtiment bas carbone? C'est un bâtiment qui utilise des matériaux qui ne sont pas polluants, qui ne sont pas d'origine minérale. Aujourd'hui, le matériau qu'on utilise plus en Mauritanie ou dans le monde, c'est le béton qu'on connaît plus. Et c'est avéré que ce béton, il pollue plus. Il y a, dans un mètre cube de béton, je te donne un exemple, le ciment ne représente que 10% du mètre cube de béton. Et ce 10%, en termes d'émissions, il représente les 95% d'émissions de gaz à effet de serre, donc qui dérèglent un peu, qui contribuent au dérèglement climatique. Donc, il y a des matériaux qu'on appelle bas carbone. C'est des matériaux généralement d'origine végétale, les biosourcés. On sait, vous avez fait l'école primaire, on nous a appris la photosynthèse. La plante, elle est capable d'absorber le CO2 et de rejeter de l'oxygène. Donc ces matériaux, justement, nous permettent de stocker ce qu'on appelle, de séquestrer le carbone dans le bâtiment, donc de dépolluer l'environnement. Et de l'autre côté, le bioclimatisme, c'est quoi? C'est concevoir un bâtiment où je ferai moins d'appel à des énergies fossiles. C'est-à-dire, je peux rester dans une maison sans climatiseur, sans aller chercher de l'énergie, de l'électricité. Je peux réchauffer de l'eau à l'intérieur de la maison avec des capteurs solaires thermiques, ou utiliser de l'électricité pour alimenter mes appareils électroménagers avec l'énergie solaire. Donc, c'est de l'énergie propre. Pas de l'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est tout ce qui est d'origine pétrole, dérivé du pétrole qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc voilà un peu cette différence. Quand on parle de l'éco-construction, c'est en combinant ces deux actions qui nous permet de, non seulement d'avoir un bâtiment sur le plan environnemental correct, adapté, et aussi qui nous procure du confort, mieux vivre à l'intérieur de nos bâtiments, de nos bureaux. Voilà. Alors, on connaît tous la construction standard. Maintenant, le terme éco-construction, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que ça se différencie, qu'on puisse différencier les deux, l'éco-construction et la construction standard qu'on connaît tous? Oui. La différence entre l'éco-construction, maintenant, on fait attention à ce que nous produisons comme déchets. On fait attention au choix de nos matériaux et on fait attention à la santé humaine. L'être humain doit certes se loger, se retrouver dans un espace confiné, mais tout en lui garantissant un confort, bonne santé, pas d'humidité à l'intérieur de ça. Donc, je reviens là-dessus. Les matériaux traditionnels tels que le béton et tout ce qu'on avait l'habitude, on ne faisait pas attention à cela. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On construisait notre bâtiment. Certes, c'est rapide, ça répondait à certaines exigences, rapidité de construire, mais le confort souvent n'y est pas. Aujourd'hui, on doit faire appel à ce qu'on appelle des éléments actifs pour refroidir dans nos bâtiments. Donc, on a une production de chaleur à l'intérieur, de l'humidité dans ces bâtiments. Et ces chaleurs, généralement, ont une conséquence sur la vie humaine. Des éléments actifs qui sont la climatisation. Oui, on a deux types de refroidissement dans le bâtiment, soit passif, en orientant le bâtiment, en faisant des ouvertures sur les vents dominants pour rafraîchir, circuler l'air à l'intérieur, ou sinon en alignant le climatiseur à l'intérieur. Donc la nature nous permet de concevoir un endroit qui nous permet de vivre. Simple, c'est simple. Aujourd'hui, quand on est dans une chambre ou une pièce où il y a le courant d'air qui passe, on ne maîtrise pas la circulation, on a mal orienté. Souvent, on a des problèmes de santé qui surgissent. On est enrhumé, on est pris par la grippe et tout ça là. Et quand il y a les fortes chaleurs aussi, comme avec la promiscuité, l'humidité qui se développe à l'intérieur, ça
ça développe certains parasites qui peuvent aller, des bactéries qui se développent et souvent on se retrouve sur des problèmes cutaniques qui peuvent se développer à l'intérieur donc création de l'humidité par rapport à notre système de métabolisme du corps humain et regroupé avec la chaleur. Donc souvent, on a certain confort à l'intérieur du bâtiment, de la chambre. Aujourd'hui, quand il fait chaud, le corps humain, l'être humain a du mal à se déplacer, à produire, à faire le maximum de sa production. Donc l'effet climatique, le confort thermique joue vraiment sur la santé humaine. Oui, d'accord. Vous avez parlé de comment on peut exploiter le vent de sorte à ce qu'on puisse profiter selon notre construction de la maison de ces conditions climatiques-là, chaleur, vent. Donc c'est quelque chose qui est incorporé dans la formation génie civil ou c'est purement dans le domaine éco et construction? Oui, globalement, les gens dans le cursus de la formation, on aborde ça. Mais moi, j'ai été formé à l'Université d'Apple, au département du génie civil, et spécialité éco-construction, conduite des projets éco-durables. Et là, c'est beaucoup plus une approche orientée vers le thermique du bâtiment, thermique et matériaux, des écomatériaux dans le bâtiment. Donc, de plus en plus, c'est une profession, un métier qui commence à émerger. C'est des gens, dans les acteurs de la construction, certes, on a l'architecte qui conçoit la forme géométrique et l'esthétique du bâtiment. Il y a l'ingénieur du génie civil qu'on connaît, plus béton armé, qui définit, enfin, qui met en place la partie résistance de l'infrastructure, comment l'ouvrage va tenir. Et il y a aussi ces spécialistes environnementalistes, thermiciens du bâtiment, qui jouent sur l'enveloppe du bâtiment. Comment, à partir de la nature qui nous entoure, faire profiter le maximum le propriétaire, notamment en termes de confort thermique, en termes d'éclairage confortable. En pleine journée, je n'ai pas besoin d'allumer la lumière, je n'ai pas besoin d'allumer ma climatisation. Et tout ça là, avec cette conception bioclimatique, cette approche bioclimatique, combinée avec le choix des matériaux qui nous donne la décarbonation du bâtiment, nous permet de produire un bâtiment à la fois confortable, à la fois solide sur le plan résistance et à la fois aussi esthétique. Donc, c'est des différents corps de métiers qui participent à l'élaboration d'un projet de profil et des spécialités différentes. Le génie civiliste, l'architecte et le thermicien et même de plus en plus le chargé d'impact environnemental et climatique du bâtiment, c'est un nouveau métier qui commence à émerger aussi. Alors, quelles sont les mesures prévues pour intégrer l'éco-construction dans la politique d'aménagement urbain? Oui, moi je pourrais dire qu'en Mauritanie, vraiment comparé à des pays qui nous entourent, j'ai l'habitude d'aller au Sénégal, au Maroc, que vraiment aujourd'hui l'État mauritanien ou en Mauritanie, il y a eu de l'effort dans ce sens, des efforts qui ont été fournis. Dans les autres pays comme la France, le Sénégal, le Maroc, les gens se heurtent à la réglementation. On dit non, on ne peut pas avoir des politiques publiques, des actions publiques, des projets publics, tant qu'on n'a pas des normes de la réglementation. Le système de Gazra Peter qu'on a l'habitude d'avoir en Mauritanie, aujourd'hui le Gazra transformé d'une manière positive, l'État a accepté, a été tolérant qu'il y ait des projets dans ce sens. C'est-à-dire, il y a eu des centres de santé, à Nouakchott notamment, où j'ai participé dans la définition de l'approche bioclimatique et décarbonation des centres de santé ici à Nouakchott, 10 dans le cadre des PASS. Il y a eu des logements qui ont été construits à Célibabi par le ministère de l'Habitat et les écoles dans le cadre du BIT. Donc, l'État n'a pas été vraiment, a été vraiment souple, a permis aux acteurs, et moi personnellement, j'en ai construit des ouvrages militaires et une villa à Tavrazène sur ça. Et ça, aujourd'hui, a permis à l'État de dire, OK,
ça a permis de convaincre l'État qu'aujourd'hui, oui, on a suffisamment de retours. Maintenant, il faut aller en avant, c'est-à-dire la massification de cette approche éco-construction dans les politiques de l'État, enfin dans les projets de l'État, les projets particuliers. Donc, il y a une réflexion qui tourne autour de ça, c'est-à-dire mettre en place des stratégies qui vont permettre d'une manière beaucoup plus globale que les actions de construction, que toute la partie construction s'achemine sur un vers ça. Et quand on est dans ça, on n'est pas là pour faire la guerre au cimentier. Non, non, au contraire, c'est un complément. C'est un rajout qu'on rajoute et les deux se complètent d'ailleurs. Donc, dans ce sens, l'État réfléchit, essaie de mettre en place des actions. Nous-mêmes, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on a travaillé sur un projet de charte de l'éco-construction en Mauritanie avec le ministère de l'Environnement, notamment la direction climat et économie verte, qui sera certainement publié prochainement. Et personnellement aussi, je participe à une étude politique nationale urbaine avec un partenaire burkinabé. Et dans cette politique aussi, on donne la vision, on essaie de donner une vision de la Mauritanie, comment décarboner, comment aussi faire l'approche bioclimatique d'une manière globale, comment intégrer l'approche éco-construction, notamment dans les ouvrages publics et même particuliers. Toujours dans cette optique de faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'éco-construction et le bas carbone, quels sont les matériels bas carbone les plus utilisés? Oui, en Mauritanie, on a la chance d'utiliser des matériaux qu'on pourrait dire bas carbone. La pierre, la pierre datar, c'est un matériau, bas carbone, il faut comprendre, c'est un matériau qu'on extrait qui ne demande pas beaucoup de transformation. Parce que qui dit transformation, on va faire appel à des énergies grises. Ce sont ces énergies, justement, qui vont impacter l'environnement. Donc, la pierre, il y a l'argile aussi, il y a aussi de la paille de Tifa que j'utilise beaucoup dans les constructions. Et sur ces trois, la paille est beaucoup plus intéressante. C'est un matériau vraiment qui a un carbone neutre, qui ne pollue pas. Au contraire, au lieu d'émettre, c'est un matériau qui séquestre, qui absorbe. On a tendance à dire c'est des puits de carbone, des stockages de carbone. On revient au système de photosynthèse. L'arbre récupère le CO2 dans l'atmosphère et rejette l'oxygène pour qu'on puisse respirer. Donc les matériaux vraiment qui sont neutres en carbone, c'est tout ce qui est à base de biosourcés végétaux. Ensuite, il y a les semi-carbones ou moins carbonés, c'est l'argile et les pierres. Donc voilà, essentiellement en Mauritanie, on a ces matériaux, la balle de riz qu'on peut rajouter aussi, tout ce qui est paille de riz, ou même tout ce qui est fibres d'origine palmier, dattier, tout ça là, ce sont des matériaux capables d'intégrer le système constructif dans notre pays. Donc, dans la construction, quel avantage présentent-ils ces matériaux face aux matériaux industriels classiques, c'est-à-dire le coût, l'isolation, la stabilité? Oui, c'est des matériaux qui peuvent et qui fonctionnent comme les autres matériaux. Un élément, il y a des critères à répondre. La durabilité, la résistance mécanique et aussi pour certains qu'on utilise pour améliorer le confort thermique, c'est-à-dire la performance thermique, la performance thermique de ce matériau, notamment la conductivité thermique de ce matériau. Et de l'autre côté, il y a ce rajout aussi, capable de séquestrer, de ne pas polluer et de faire éviter le carbone. Donc ces matériaux, leur avantage d'abord, un matériau que je dirais par exemple comme la paille et l'argile, nous permet d'abord de réduire un coût. Un coût comment? Quand je construis rien avec le parpaing du ciment, avec des enduits de ciment, donc déjà,
j'ai un problème de confort. Il n'y a pas d'isolation, ça n'isole pas. C'est ce qui constitue l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire le boubou que je porte me protège contre le froid ou la chaleur. Donc quand je construis l'enveloppe, quand j'installe l'enveloppe de mon bâtiment avec le parpaing plus l'enduit du ciment, ça ne m'isole pas, ni chaud, ni fraîcheur. Donc c'est pour cela qu'on a, quand on est à l'intérieur d'une pièce, d'un bâtiment construit en ciment, du matin au bout de 18 heures, on ressent la chaleur de la journée à l'intérieur qui va rester. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce confort? Il faut allumer la climatisation. Et quand on allume la climatisation, à un certain moment, la climatisation, c'est de l'énergie, c'est beaucoup de kilowattheures qu'on va acheter à la Sonelec, donc on augmente nos dépenses. Et donc, dès qu'on éteint la climatisation, au bout de quelques minutes, on ressent cette chaleur. Par contre, ces matériaux, tels que tout ce qui est d'origine biosourcée ou l'argile, non seulement c'est des matériaux qui sont capables de nous isoler, que ce soit la chaleur ou la fraîcheur, et c'est des matériaux qui nous garantissent un confort à l'intérieur, un confort thermique et d'humidité. Donc ça absorbe, c'est des matériaux qu'on appelle soit avec une bonne inertie, telle que l'argile, qui a cette capacité de récupérer la fraîcheur, de les stocker et de le restituer à un moment où il faut intéressant. Et c'est des matériaux aussi qui nous permettent de stabiliser le confort à l'intérieur d'une pièce. Aujourd'hui, le confort idéal, c'est entre 20 et maximum 30 degrés à l'intérieur d'une pièce, sans climatisation. Il faut que la pièce, la chambre ou l'espace puisse assurer ça avec ces matériaux. Et c'est bien faisable avec ces matériaux qu'on appelle décarbonés ou bas carbone. Donc les matériaux bas carbone, pour faire simple, c'est tout ce qui est biosourcé, Tifa, Balderie et tout ça là, l'argile qu'on utilise et aussi la pierre. Donc généralement quand on construit, on profite, je reviens là-dessus, de la disponibilité des matériaux dans le site ou dans l'environnement immédiat de notre projet. Exploiter l'environnement. Exploiter et utiliser. En Nouakchott, on a connu d'ailleurs les premières constructions en Mauritanie, on était dans cette démarche. Il y avait le coquillage qu'on utilisait dans la construction. Et il y avait d'autres éléments. D'ailleurs, je sais qu'à l'Ilové, les premiers logements de Nouakchott aussi ont été construits avec de l'argile et c'est des logements qui sont encore là devant nous, en face de la Banque centrale et tout ça. C'est pour ça, à chaque fois qu'on me dit, ou on me pose la question, est-ce que c'est durable? Je les rabats sur ce qui existe. Regardez les bâtiments à côté de nous qui ont vu Nouakchott se mettre en place, la naissance de la ville de Nouakchott. Depuis les années 60, ces maisons existent, résistent et traversent le temps avec nous. Voilà. D'accord. Alors, l'éco-construction, c'est le traditionnel revisité. On peut dire le traditionnel révisé avec une touche de modernité. D'accord. Donc la question, peut-on allier tradition, modernité dans la construction? Vraiment, on peut allier. Heureusement, c'est avec le passé qu'on fait le présent et même le futur. Donc la tradition et le futur et la modernité, c'est bien possible. Je te parle d'une anecdote. Tout récemment, j'étais en Allemagne, à Berlin, à l'école, à l'université Berlin de construction durable, en visite. J'avais une conférence animée sur la construction durable dans les pays du Sahel. À ma grande surprise, je me retrouve en face des étudiants, des élèves ingénieurs allemands qui travaillaient sur les motifs des femmes soninké de Guédé Maha. C'était leur projet de fin d'études. Pourtant, à Célibabi, dans le Guédé Maha, on considère comme la tradition et eux, ils sont en train d'intégrer sur des bâtiments modernes. D'ailleurs, à l'université, il y a des pièces qui ont été décorées par l'approche de ces femmes soninké. Et celle qui nous avait invités, quand j'ai décliné ma nationalité, je suis dit non, j'ai une surprise pour toi. Et en visitant, effectivement, c'était le projet de fin d'études de 5 élèves ingénieurs allemands
qui travaillait typiquement qui travaille typiquement sur les motifs des femmes soniques, de façon comment faire des enduits à la terre, colorés et décorés et tout ça. Et ça allait faire d'ailleurs l'objet de ma présentation. Et une semaine après, je me suis retrouvé à mon retour en Occident, je me suis retrouvé à Sidi Bapi pour former 25 femmes dans le guide des Mara. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme soninké qui avait cette compétence. Donc, avec le passé, avec la tradition, je prends par exemple la hutte peul qu'on a tendance à négliger. C'est un habitat biosourcé. Il suffit de rajouter cette touche de modernité. Je parlerai les pierres datar. Aujourd'hui, ces pierres datar ou des dayoun, ça nous sert à orner, à améliorer l'esthétique, les façades en oxyde. Donc, un peu élément décoratif. Ça peut jouer décoratif et structurel. Mais donc, avec le passé, c'est à partir du passé, c'est avec le passé, les actions, les anciennes techniques de construction qui nous permettront de faire face de développer des mécanismes d'adaptation à ce phénomène de changement climatique. Pourquoi? Parce que c'est des pratiques ancrées localement, qui connaissent bien l'environnement et qui répondent à des exigences au niveau local. Donc il suffit juste de les reprendre et de rajouter ces touches de modernité là-dessus pour permettre tout un chacun de nous d'aller dans cette modernité entre guillemets. D'accord. Alors l'éco-construction peut-elle créer de l'emploi pour les jeunes, femmes, hommes? Avez-vous des chiffres ou des exemples concrets là-dessus? Oui, ça peut créer, c'est une filière comme toute autre filière. C'est un écosystème à mettre en place. L'éco-construction, je parlerai de deux choses, de deux matériaux qu'on pourrait avoir ou qu'on a habituellement. La paille et l'argile. À chaque niveau, c'est une niche d'emploi. L'extraction, pour l'argile, c'est une carrière. Une carrière, c'est d'origine minérale, c'est d'origine fossile. Donc, on peut avoir des ingénieurs. J'ai travaillé dans une carrière à grands travaux publics dans la Manche. C'est une carrière, c'est une famille, c'est une entreprise qui exploite un carré, qui le transforme en matériaux bien préparés pour la construction. Du sable, des éléments d'enduit, de finition colorée, tout ça là. Donc déjà, on a une entreprise au niveau de la carrière. Le transport, ça c'est des emplois. Et aussi la transformation, c'est une industrie qui pourrait être en place. Rien que la production des matériaux. On a combien de briqueteries qui font du ciment? Et imagine-toi si on a des briqueteries qui produisent de ces matériaux. Et il y a aussi l'isolation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous utilisons pour des bâtiments modernes en Oxford? C'est des isolants d'origine minérale, la laine de verre ou la laine de roche. C'est des usines qui fabriquent. Et on peut avoir ces usines. Moi, personnellement, je fabrique mes isolants d'une manière artisanale. Et je suis en train de trouver des moyens pour aller pour cette partie de production en semi-industriel pour produire mes isolants d'une manière beaucoup plus raffinée, tout ça là. Effectivement, à chaque étape, à chaque passage, c'est des emplois. Donc, effectivement, l'éco-construction, c'est une opportunité pour nous, non seulement de créer des emplois, mais aussi de répondre à cette exigence environnementale et climatique, et ça va nous permettre de nous adapter et d'avoir des moyens et de faire émerger de nouvelles compétences aussi. Comment encourager les jeunes à voir ce domaine comme une opportunité et non une contrainte? Ok. Comme tout secteur, aujourd'hui, il faut des compétences, des ressources humaines qualifiées. Donc, il faut former. Mais pour former, il faut que l'État place des stratégies. Et justement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle il y a une stratégie des emplois verts qui a été mise en place par le ministère de l'Environnement en partenariat avec le ministère de l'Emploi. Donc, comment créer des emplois verts en lien
avec l'adaptation au changement climatique. Donc, aujourd'hui, je sais qu'à l'école polytechnique de Nouakchott, de plus en plus, ou ayant reçu plusieurs dizaines de jeunes élèves ingénieurs en stage chez moi, donc aussi, je salue beaucoup l'école polytechnique, ils ont compris, ils ont, dans le cursus de l'élève ingénieur, ils arrivent à intégrer un module sur l'approche éco-construction, construire avec ces matériaux durables. Donc il y a l'évier formation des ressources humaines, il y a aussi la partie stratégique ou des stratégies que l'État doit mettre en place. Justement, il y a des stratégies dans ce cadre ou pas par rapport à l'État dans le cadre de la décarbonation du bâtiment? Oui, aujourd'hui l'État a fourni beaucoup d'efforts que je dirais qu'on ne retrouve pas au Sénégal ni à Montréal. 8% de la commande publique depuis quelques années, l'État a dit allez-y dans ce sens. Mais le grand problème aujourd'hui que nous rencontrons, qu'on n'a pas suffisamment de professionnels dans ce domaine, que ce soit des ingénieurs ou des architectes capables de produire ou de concevoir, et de l'autre côté aussi des entreprises qualifiées pour mettre en œuvre. Donc c'est tout un processus, c'est une stratégie que l'État est en train de soulever. Certainement, d'ici sous peu, l'État est en train de réfléchir comment faire. D'ailleurs, je salue de passage le ministère de l'Environnement et de l'Habitat. J'étais à l'origine de l'intégration, de l'adhésion de la Mauritanie à Sharm el-Sheikh au Global IBC, Alliance mondiale pour le bâtiment durable. Que l'État a compris, a dit oui, effectivement, il y a aujourd'hui une soixantaine de pays qui sont engagés dans l'action de décarbonation où la Mauritanie fait partie. Donc déjà, ça c'est important, le fait d'adhérer, de dire que moi je veux aller dans ce sens, dans cette direction et construire dans mon pays des infrastructures durables, bas carbone, bioclimatiques, pour permettre de répondre à ça. Donc, c'est des stratégies qui sont en train de mettre en place. Je salue de passage avec la CDN, la contribution nationale déterminée, qui demande à chaque pays de fournir des efforts en termes d'émissions et d'adaptation. Dans la contribution, la CDN de la Mauritanie, on parle beaucoup plus le secteur de la maîtrise énergétique, la promotion de ces matériaux. Déjà, c'est une stratégie que je considère comme une stratégie. C'est des politiques publiques qui commencent à... Maintenant, c'est d'avoir des gens capables, que ce soit dans le secteur privé, associatif, la population, de porter et de s'approprier de ces stratégies que l'État met en place pour les rendre en action concrète. Et voilà un peu... Quels sont les freins actuels à la généralisation de l'éco-construction? Oui. Les freins, je reviens là-dessus, on en a un peu parlé, on a un problème de... moi, je ne dirais pas l'institution, le problème de l'institution ne se pose pas. L'État accepte de le faire, mais le grand souci, c'est d'avoir des ressources humaines capables de proposer. Si je dis capable de proposer, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre, avoir suffisamment des gens qui sont capables de répondre à cette demande. Justement, il y a les 8% que l'État a mis en place. Donc, l'État a mis en place les 8%, dit que ma commande publique, je réserve 8% de ma commande publique pour construire d'une manière durable, bas carbone, bioclimatique. Mais on n'a pas suffisamment d'entreprises, on n'a pas suffisamment des professionnels, des ingénieurs outillés pour pouvoir concevoir et tout ça. Et la compréhension citoyenne de ce besoin, en fait. Et il y a eu quand même des actions qui ont été faites. Il y a eu des forums qu'on a participé, notamment à l'Expo BTP, où on parlait de la transition écologique, la transition énergétique. Il y a de plus en plus des ateliers, des séances de formation ou même des actions. Et je salue la région. Je viens de voir la région, le conseil régional de Nouakchott, qui est vraiment dans ça, qui a lancé un appel à projet aux jeunes de réfléchir. Dans l'appel à projet, il y a la partie maîtrise énergétique, bâtiment durable déjà, pour une première fois, un appel à projet en Mauritanie qui identifie, qui dit, voilà, vous les jeunes, si vous avez des compétences, si vous voulez innover, si vous avez des solutions, voilà moi la région, je vous dis,
répondez à cet appel à projet, proposez-moi vos idées. Donc il y a des initiatives. Maintenant, ce qui reste, que l'État puisse cadrer, organiser et mettre en place en avant le tempo, qu'on puisse aller rapidement dans ça. Y a-t-il des pistes de sensibilisation sur ce besoin même par rapport à la compréhension? Il y a des pistes, il y a des réalisations concrètes. Des réalisations. À Nouakchott, je dirais, il y a les 10 centres de santé qui ont été réalisés, où j'ai participé dans ce projet pour intégrer cette approche bioclimatique. Des 10 centres de santé, il y a Kissal, il y a PMI Pilote, il y a Darul Naïm, Mère et Enfants, où le bailleur avait exigé cette approche durable bioclimatique. Donc ça déjà, c'est un exemple frappant. Il y a aussi la maison, la villa bioclimatique à Tafrakh Zeina, où j'ai construit et qui fait l'objet d'un concours international où l'expertise mauritanienne se frotte à l'expertise internationale dans ce domaine. C'est notamment des Brésiliens, des Chinois, des Français. Nous, moi personnellement, avec l'équipe Abidem, on a dit, bon ok, nous aussi, en Mauritanie, on a une expertise dans ce domaine. Bon, elle est à améliorer, mais on a quelque chose en Mauritanie, que la villa, elle est en compétition et on aura les résultats, Inch'Allah Rabbi, au mois de novembre, lors de la prochaine COP 30 au Brésil. Donc, si on est retenu, donc voilà. Parfait. Alors, si vous aviez un message à transmettre aux décideurs, ce serait lequel? Et aux jeunes surtout, par rapport à tout ce qui est écologie, construction, éco-construction en gros? Écologie d'une manière générale, jeunes, État, tout ça là. Que l'État, aujourd'hui, nous donne cette opportunité de s'exprimer. Moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui dans ce domaine, si j'avais continué à exercer en France, je n'aurais jamais cette opportunité aujourd'hui à produire, à construire avec ça, à tester, à faire des bâtiments pilotes. Et le premier d'ailleurs à me lancer dans cette démarche, c'est l'État à travers l'institution militaire. Ouadénaga, la base militaire de Ouadénaga, on nous avait demandé de construire des ouvrages balistiques qui résistent, qui donnent un bon comportement mécanique, qui ont une bonne résistance mécanique. Donc j'ai testé, j'ai passé pratiquement des mois dans des différents centres et ils sont venus avec des instructeurs militaires et des ingénieurs militaires qui ont testé et déjà l'armée a eu l'audace d'aller dans ça, de construire tout un centre avec ça. Et avec ces différents projets que l'État a permis, les écoles, les centres de santé, les logements, et nous de construire la villa et l'école polytechnique d'accepter. Donc voilà, ce que nous demandons, ou je demanderai plus à l'État, c'est de continuer, mais il est temps maintenant de capitaliser toutes ces actions et de créer une structure. Ça peut être une cellule de coordination de la décarbonation du secteur du bâtiment que l'État met en place. Cette cellule permettra de voir, de recenser, d'identifier toutes ces initiatives qu'on a en Mauritanie et quelque part de ressortir quelque chose, une leçon, de capitaliser ça. Et aux jeunes, je dirais, et je remercie beaucoup, de plus en plus, je vois des jeunes qui s'intéressent à ça. D'un jeune qui veut être ouvrier dans ce domaine jusqu'au jeune qui est dans ses études d'ingénieur, de technicien. Ils s'intéressent plus à ça et ils sont beaucoup plus aussi intéressés que leurs aînés. Je ne dénigre pas, mais ils sont beaucoup plus, ils ont cette audace, ils ont ce courage, entre guillemets, d'aller concevoir, de faire proposition dans ça. Et nous, citoyens, rien ne sert à dire que oui, le changement climatique, on doit s'adapter. C'est à nous, l'action d'adaptation commence par nous-mêmes. C'est à nous de fournir d'efforts.
Je construis ma maison avec ça. Je mange des aliments bio. Et voilà, j'ai fait attention à comment j'exploite la ressource qui est en face de moi, l'eau, comment je gère mes déchets. Ça aussi, c'est un élément considérable dans notre futur, dans l'adaptation aux impacts du changement climatique. Donc chacun a son rôle, plus de vigilance, plus de vigilance en tant que citoyen sur notre comportement, sur nos choix d'habiter, sur nos choix de manger. Et de l'autre côté, l'État, le cadrage, l'organisation, mettre en place des stratégies et les jeunes puissent s'orienter dans des formations énergie renouvelable, écomatériaux, bioconventionaux. Donc on a des panoplies de formations et de compétences à ressembler pour pouvoir un jour, d'ici 2030, on dit d'ici 2030, il faut qu'il y ait des résultats pour avoir des résultats au rendez-vous 2030, Inch'Allah, qu'on a réussi à décarboner, on a réussi à créer des milliers et des milliers d'emplois pour les jeunes et aussi de remodeler notre façon de vivre, nos espaces urbains d'une manière confortable et viable. Voilà pour nous. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Merci, Monsieur Omar Wele, spécialiste de l'éco-construction en Mauritanie. Alors, chers téléspectateurs, il s'agit de s'adapter et d'essayer d'une manière ou d'une autre de solutionner à notre niveau ce dérèglement climatique. Et nous avons l'éco-construction comme premier pas ou comme éventuelle solution. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Regard croisé.